Dans son livre sur Marc Bloch et l'Angleterre, François-Olivier Toiti montre que l'intérêt de Marc Bloch pour l'histoire anglaise remonte à ses années d'études et se nourrit notamment dans les années 1920. Et dans son livre, il montre un petit peu tous les liens qui ont fait que Marc Bloch s'est intéressé dans une perspective d'histoire comparative et globale de la période féodale à l'Angleterre spécifiquement. Alors, Marc Bloch fait un premier voyage en Angleterre, à Londres, à l'été 1921. Il vient de soutenir sa thèse et il s'intéresse à un document qui est encore complètement inédit et qui n'est connu qu'à partir de 2 manuscrits. C'est un texte hagiographique qui raconte la vie du dernier roi national anglais, Édouard le Confesseur. Et il s'intéresse à la vie qui a été rédigée par un moine de Westminster, Osbert de Clare. Et donc il peut avoir accès à ces 2 manuscrits, alors pas tellement sous leur forme manuscrite justement, documentaire, mais il peut avoir accès aux photographies du manuscrit d'Oxford, et puis à une transcription qui a déjà été faite par l'archiviste de la British Library. Donc il revient à la suite de ce premier voyage et il publie donc cette Vita. Et dans l'édition de cette Vita, il passe un long moment à discuter des sources potentielles d'Osbert de Clare, et notamment d'un texte anonyme qui est également une autre Vita, une vie de confesseur qui repose à Westminster, dont il essaye de proposer une datation. Donc il développe tout un argumentaire pour essayer de montrer que ce texte-là, ce texte anonyme, date du début du XIIe siècle. Alors cette datation, elle a été remise en question, remise en cause depuis notamment par Frank Barlow en 1992, qui fait une édition de ce texte et qui revient sur l'argumentaire de Marc Bloch et propose une datation aux alentours de la conquête de l'Angleterre autour de 1066-1067. À l'occasion de ce séjour à Londres, Marc Bloch aussi rencontre une numismate, Hélène Farquhar, et puis un historien de la médecine médiévale, Charles Williamson, parce que ce qui l'intéresse notamment dans ce récit de Édouard le Confesseur, de cette Vita, c'est l'apparition pour la première fois d'un miracle de guérison qui est attribué à ce roi saint. Et il va s'intéresser à cette croyance qui est en train de se développer conjointement en France et en Angleterre et qui va devenir progressivement ritualisée autour de ce miracle que l'on va attribuer à ces rois sacrés de France et d'Angleterre et qu'on va progressivement appeler le toucher des écrouelles, une croyance qui va perdurer jusqu'à l'époque moderne. Et donc c'est pour ça qu'il s'intéresse aussi un peu à l'histoire de la médecine à partir de ses contacts qu'il peut nouer à Londres avec Charles Williamson. Il effectue un deuxième voyage en Angleterre en 1934. C'est un voyage beaucoup plus officiel puisqu'il est invité à Cambridge par George Coulton, qui est un historien tardivement rattaché à l'université, qui l'invite et pour donner une série de conférences. Et à ce moment-là, il prend contact avec Eileen Power, qui se trouve à Londres et qui deviendra plus tard l'épouse de Michael Postan, avec lesquels il va nouer des contacts intellectuels et amicaux durables jusqu'à la fin de sa vie. En 1938, il est à nouveau invité à Londres pour faire une série de conférences, mais il doit rentrer précipitamment en France alors que la Tchécoslovaquie vient de tomber aux mains des nazis. Alors j'ai choisi cet aspect-là de la vie de Marc Bloch parce que je suis moi aussi une historienne de l'Angleterre. J'ai un peu rencontré les mêmes difficultés que Marc Bloch à nouer des liens avec les historiens britanniques. Au fond, faire de l'histoire médiévale anglaise est quelque chose qui reste marginal en partie en France depuis Marc Bloch, aussi par le manque de relais institutionnels, de réseaux identifiés. C'est vrai que c'est un aspect de sa vie qui a souvent été négligé parce que Marc Bloch parlait très bien l'allemand et donc on a souvent regardé les relations entre Marc Bloch et l'Allemagne. Il y a un institut Marc Bloch à Berlin, etc. Qu'en réalité, Marc Bloch regardait beaucoup plus vers l'Angleterre que vers l'Allemagne jusqu'à la fin de sa vie. L'Angleterre va de rester toujours une sorte d'horizon, une lueur d'espoir qui ne le quittera jamais pendant toute la guerre.